Bonjour à tous. Je suis très confuse de faire sortir les personnes qui, en plus, parlent d'un sujet absolument essentiel. Mais merci de pouvoir accommoder mes contraintes aux vôtres. Je suis actuellement au banc à l'Assemblée nationale sur la niche France Insoumise, sur l'abrogation des retraites, de la réforme des retraites de 2023. Et donc je viens pendant la courte pause pour pouvoir m'exprimer devant vous, parce qu'il me semblait absolument indispensable de pouvoir répondre à vos questions et vos interrogations quant à la situation du moment. Et le sujet que nous venons d'interrompre, qui va reprendre, est effectivement essentiel pour nous. Mais les sujets dont vous allez nous parler sont également tout à fait essentiels pour nous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer d'être disciplinés sur le temps. C'est dans notre intérêt à nous également que vous soyez à l'heure à l'Assemblée nationale pour ces débats qui promettent d'être animés. Mais l'issue de cette réforme des retraites, évidemment, nous importe tous. Alors, j'ai quelques questions pour vous au nom de notre communauté des sociétés étrangères implantées en France. La première, si on pouvait commencer par votre agenda en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, quelle est votre feuille de route et vos priorités pour 2025 ? Alors, vous dire d'abord que c'est avec une certaine émotion que je viens ici, et j'en parlais à Denis, c'est que je suis venue ici il y a précisément 10 ans, quand j'accompagnais le ministre Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et j'étais sa conseillère en charge des questions d'attractivité. Et pourquoi je vous dis ça en introduction, c'est que moi, quand j'ai pris les responsabilités du ministère du Travail et de l'Emploi, je suis une femme d'entreprise, ça fait que depuis 2 ans que je suis députée, mais j'étais dirigeante d'entreprise, française d'ailleurs et franco-néerlandaise. Je vois le ministère comme à la fois un ministère social, mais surtout un ministère très pro-business, parce que c'est vraiment le carnet de commandes, votre capacité d'anticipation, de confiance, de prévisibilité dans l'avenir qui vous permettra à vous d'investir et de recruter et de former ici en France. Donc pour moi, c'est absolument indispensable. Ma feuille de route, elle est vraiment très claire. Je veux me focaliser sur là où on a encore du chemin à faire en ce qui concerne le plein emploi, et notamment le taux d'activité en France. C'est la question des jeunes et c'est la question des seniors. Quand vous regardez le taux d'activité en France aujourd'hui, il est autour de 74%. Il est entre 6 et 8 points inférieur aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est structurellement moins bon sur l'insertion professionnelle des jeunes, et on y travaille, on y reviendra, grâce notamment à l'apprentissage, et sur les seniors, et la question de la retraite et de l'allongement de l'âge de départ de la retraite y contribue. Deuxième sujet, outre jeunes et seniors, mais on voit qu'il est extrêmement lié au premier, c'est la question de la compétence. On est dans une économie de la compétence, on est dans une guerre des talents. Vous, quand vous investissez en France, c'est d'abord aussi pour aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée que vous pouvez trouver dans d'autres pays européens. C'est aussi la spécificité du bassin d'emploi européen, mais particulièrement en France. Et là, on veut continuer à mettre le paquet, que ce soit sur l'apprentissage, que ce soit également sur le CPF, les différents systèmes de formation professionnelle. Et là, ce qui a été un peu un rapport d'étonnement pour moi, je vous le dis en tant que ministre du Travail et que je veux pouvoir corriger, c'est de driver beaucoup plus la formation professionnelle vers là où sont les besoins en main-d'œuvre, là où sont les compétences dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire mieux pour piloter plus aujourd'hui la formation professionnelle vers les métiers en tension qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Une autre question sur un sujet qui est très important pour nous tous en termes de compétitivité. Il s'agit des cotisations, enfin des charges pesant sur le travail. C'est une spécificité française. On a décidé de faire peser sur le travail plus que nos voisins le coût du système social français. Alors, on n'a pas encore une visibilité parfaite, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'où on en est sur les exonérations de charges
et ce à quoi on pourrait s'attendre, et je mets évidemment tout ça au conditionnel. Alors, vous avez tout à fait raison de parler de ces spécificités françaises dont je pense qu'il faut que la classe politique dans son ensemble voit qu'on arrive au bout du bout. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette singularité française qui fait peser aujourd'hui sur le travail, donc sur le coût de l'employeur comme du salaire net perçu du salarié français, eh bien, le financement de la protection sociale. Et pour justement compenser cet écart entre le coût super brut de l'employeur et le salaire net perçu, eh bien, on a depuis 30 ans fait des politiques publiques d'allègement de charges d'un côté, de primes d'activité de l'autre, et on voit aujourd'hui que ça pèse quand même considérablement sur les finances publiques, d'où l'effort demandé dans la baisse en fait des allègements de charges. On a vu qu'on a eu beaucoup de débats, en particulier de la famille politique, qui était très attachée au maintien du coût du travail dans le contexte actuel. On reviendra peut-être sur la question du contexte actuel parce que c'est extrêmement important. On va demander aujourd'hui sur des allègements de charges qui sont autour de 80 milliards d'euros de les baisser de 1,6 milliard, d'accord, 1,6 milliard, en ne touchant pas à tout ce qui est très bas salaire, 1,2 SMIC, et par contre en baissant les allègements de charges sur les SMIC entre 3,5 et 3,1. Voilà, donc ça c'est sans doute une des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier. Pourquoi je veux parler du contexte aujourd'hui? C'est que on voit bien que le contexte aujourd'hui se durcit. Comme le titraient les Échos la semaine dernière, le marché de l'emploi ne fléchit pas, mais fléchit mais ne rompt pas. Voilà, excusez-moi, c'est aussi une référence à, je crois, un poème de La Fontaine. Le marché de l'emploi reste soutenu. On continue à avoir toujours autour de 775 000 déclarations d'embauche suivies par l'URSSAF en moyenne chaque mois depuis les 9 derniers mois. C'est à mettre en comparaison avec les 815 000 de l'année dernière, donc ça baisse effectivement, mais largement supérieur après Covid. Par contre, ce qu'on voit aussi, et vous le voyez vous peut-être dans l'actualité de vos activités, les vôtres ou voisines, ou ce qui peut être en préparation, c'est la question des plans sociaux qui ont augmenté de 40% en France. Ça, c'est le fait de plusieurs choses. C'est le fait d'abord de sujets au long cours, où on a des secteurs entiers dont le business model est totalement transformé. Je pense à l'automobile, mais aussi à la grande distribution, la santé aussi, en tout cas sa partie chimique. Mais c'est aussi des sous-jacents conjoncturels qui se durcissent, que ce soit sur la question de l'énergie, que ce soit sur les questions commerciales. Et donc c'est là qu'il faut que nous soyons vraiment, ministère de l'Industrie, ministère du Travail, aussi au rendez-vous. Merci beaucoup. Il y a des sujets qu'on a abordés ce matin, on va continuer à le faire cet après-midi, ce sont les grandes transformations auxquelles nos entreprises doivent faire face, donc transformation ou transition écologique, environnementale, numérique. Tout ça exige des remises à plat des compétences, des talents. Et donc, c'est le sujet de la formation. Quels sont les leviers que vous avez en tête pour adapter la formation aux nouvelles compétences requises? Quelle est votre feuille de route concernant la formation professionnelle également? Et on aura une table ronde, un panel cet après-midi sur ces sujets. Donc, ça va servir d'introduction. Et écouter, parce que ça aurait été, j'aurais écouté avec beaucoup d'attention. On a des outils, certains outils qui marchent aujourd'hui. Je pense au CPF, je pense à l'apprentissage. Excusez-moi. Je ne reviendrai pas sur les dispositifs, mais il y a vraiment des révolutions culturelles à l'image de ce qui existait depuis toujours en Suisse et en Allemagne et dont on a enfin vu aussi l'application en France avec l'apprentissage. Je sais qu'il y a des questions qui se posent sur les aides à l'embauche. Nous ne souhaitons pas remettre en cause une différenciation en fonction du niveau de diplôme parce qu'on pense que c'est important de continuer aussi
à développer l'apprentissage dans les niveaux de qualification bachelor et master, et à tous les niveaux de qualification, parce que c'est la voie royale aujourd'hui pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Par contre, on souhaite introduire une différenciation en fonction de la taille des entreprises. En tout cas, c'est ce que j'ai proposé au Premier ministre. En ce qui concerne la formation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement beaucoup d'outils, et beaucoup d'outils qui sont un peu éparses aussi, et pas suffisamment soit pilotés vers la qualité des organismes formateurs, notamment pour donner en amont, je pense à l'apprentissage, les informations sur l'insertion professionnelle, les rémunérations attendues, les différents CFA, ou sur les métiers en tension. Donc typiquement, sur l'apprentissage, et j'ai ouvert une concertation en début de semaine avec les partenaires sociaux. On va travailler à quelques réformes sur le financement de la formation de l'apprentissage pour que les branches professionnelles qui en France, comme en Allemagne d'ailleurs, mais jouent un rôle important, puissent avoir plus la main pour déterminer quelles sont les formations qui sont particulièrement importante pour elle en termes de besoins de main-d'œuvre, de besoins de compétences, pour pouvoir moduler le coût des formations en fonction de ses besoins. Ça, ce serait un véritable changement. Deuxième sujet sur la formation, et ça vient en lien avec aussi la question de l'actualité des PSE, c'est tous les sujets autour des reconversions. Là, on a besoin d'augmenter notre agilité et monter vraiment en charge aussi dans notre capacité à répondre à cela. On a des dispositifs qui dépendent de l'interne, de l'externe. Est-ce que c'est des reconversions individuelles? Est-ce que c'est des reconversions collectives? Là, on veut travailler avec les partenaires sociaux pour quelque chose qui pourrait arriver fin janvier, à un dispositif unique, en fait, qui pourrait être une clé d'entrée à travers les contrats de professionnalisation et qui permettrait, en cas de reconversion, d'aller beaucoup plus vite et former les salariés vers ce qui est demandé en fonction du bassin d'emploi. Merci beaucoup. Et on va terminer, si vous voulez bien, avec une question qui est un peu notre mini-questionnaire de Proust aujourd'hui, puisque c'est la question qu'on pose aux ministres qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Il y en a eu 4, il y en a 4. Si vous aviez 3 raisons à donner à une entreprise internationale pour s'implanter, investir en France, avec vos lunettes du ministère du Travail et de l'Emploi, quelles seraient-elles ? Alors justement, je n'utiliserai pas que mes lunettes de ministère du Travail et de l'Emploi, et je mesure en fait la difficulté qu'on aurait eu à répondre il y a encore en 2014-2015, lorsqu'avec Emmanuel Macron, on lançait la feuille de route de l'attractivité. Je dirais qu'il faut choisir d'abord la France pour sa position centrale en Europe, ses infrastructures, ses coûts et sa compétitivité en matière d'énergie, qui reste quand même, et décarbonée, qui reste quand même, en tout cas au sein de l'Union européenne, quelque chose qui est un atout et dont il faut avoir conscience. Le deuxième sujet, c'est quand même une stratégie business assumée depuis 2017 et qu'on va tout à fait poursuivre. Nous avons pour effectivement, à titre temporaire exceptionnel, augmenté l'impôt sur les sociétés pour des entreprises de seuil très important, faut-il le rappeler, qui ne concernent pas nécessairement l'ensemble des entreprises étrangères ou de ceux qui souhaitent avoir des investissements en France. Mais la logique pro-business reste là. On l'a vu avec l'industrie verte, notamment sur l'accélération des sujets fonciers pour un certain nombre de projets industriels, notamment liés à la décarbonation. Et la troisième force quand même, c'est celui de l'innovation et de la qualification. On a en France une main-d'œuvre qualifiée, une attirance, une appétence pour les questions scientifiques et technologiques, avec des ingénieurs qui sont aussi recherchés. On a encore des dispositifs de fiscalité favorables à l'innovation. Et puis, il y a aussi ce projet France 2030 dans lequel la France a mis par grands projets, je pense à l'hydrogène, à la décarbonation, à l'intelligence artificielle aussi, cette capacité, y compris pour des entreprises étrangères, de pouvoir être associées à des vrais projets d'avenir. Un grand merci. Et peut-être, pour finir, si vous aviez un dernier message à faire passer à notre communauté d'entreprises déjà implantées, elles, en France. Je rappelle que nous employons 2,2 millions de salariés en France, ou une demande à nous faire
On est à votre écoute. À l'époque, il y a 10 ans, c'était 2 millions de salariés, Denis, vous vous rappelez, et maintenant on est à 2,2 millions. Alors, je vous dirais, choose France, stay in France and invest in France. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Madame la Merci. Ministre.